pour nous faire la lecture de ce document. Nous avions des pneus, de l'essence, du bois et des produits chimiques pour tout calciner et rapidement. Les Européens, des Tchadiens, des Rwandais nous assistaient. Donc écrit-il. L'objectif était d'effacer toutes les traces. Mais les objectifs ne pouvaient être atteints car il y avait des cadavres partout, surtout à partir du mois de mai 1999 lorsque nous commencions à recevoir nos compatriotes en provenance de la RDC. Il n'y eut pas que 350 disparus. C'est eux qui écrivent, mais beaucoup plus. Rien qu'au bas du domaine présidentiel, chaque jour, on tuait plusieurs fois par peloton successif. Il nous arrivait de tuer en commençant le matin vers 11h jusqu'à 22h, sans compter ceux qui étaient enlevés directement par les écuries après leur débarquement par le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, au beach. Selon donc le témoignage, tout le monde savait, car les tirs étaient entendus par tous. Même les militaires qui gardaient la résidence de l'ambassadeur de France venaient voir ce qui se passait au bas du domaine présidentiel. Les bergers du fleuve servaient aussi de lieu d'exécution. Derrière le magasin Score, à côté même de l'un des domiciles du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire de l'époque, Pierre Aubat, les tueries étaient fréquentes. Ces opérations furent menées à un rythme constant pendant environ 2 mois, disons jusqu'au moment où nous avons appris que le Haut Commissariat aux réfugiés et la radio France Internationale parlaient des enlèvements du beach. Alors, mais qui avait informé Radio France Internationale et qui avait informé le Haut Commissariat aux réfugiés? Si ce n'était pas nous. Parce que nous, on était impuissants à l'intérieur. Et comment on peut dire que nous avons nié cette affaire du beach? Non, nous le savions, nous étions gênés. Partout on passait, on parlait de ça. Il fallait donc qu'on organise vite le procès. Et c'est là où justement Maître Débat, devenu ministre de la Justice, a fait son travail. Avant que Incha Ebia justement n'achève la mission. Et je vous en parlerai plus tard, parce que je crois que nous allons faire 2 émissions pour édifier les gens. Il n'y a pas de pseudo disparu du beach. Il y en a eu. Même au moment où les accords de paix étaient signés en décembre 1999, il y avait encore des personnes gardées. Je mentionne ce document témoignage. Certaines y sont restées jusqu'au mois de janvier 2000. Elles étaient dans un état physique si lamentable qu'il les tuait couchées car elles n'avaient plus la force de se mettre debout. Les militaires et les cobras envoyés pour combattre ces nouveaux assaillants n'avaient pas la volonté et le temps de faire la différence entre les populations et les assaillants. Ils tiraient alors sur tout ce qui bougeait, tuant ainsi de nombreux innocents. Nous étions alors témoins de multiples scènes tragiques, déclare-t-il. Des blessés graves avaient été secourus par des militaires compatissants. Un jeune soldat avait même reconnu dans un tas de cadavres celui d'un certain Lukoki Kopa. Lukoki Kopa, c'est un ancien Diable Rouge, un international congolais, célèbre joueur de football de Diable Noir dans les années 60-70, pour les plus jeunes qui ne connaissaient pas Lukoki Kopa. En tout cas, il pleurait en criant « Tonton, tonton, tonton !» comme s'il voulait le ressusciter. C'était un ami de son père. Ce jeune militaire était tellement sonné qu'il pleurait partout. Cela avait produit un choc dans la conscience de certains d'entre nous, déclarent donc les militaires dans leur document témoignage. Donc, le document témoignage nous apprend que les tueries n'avaient pas cessé, car les massacres continuaient. À partir de ce moment, dit donc le document, les exécutions se faisaient dans la périphérie de la ville, principalement à Itatolo, vers le pont du Dué
et à Wenze Mandanza pendant plus de 2 mois. Cela faisait beaucoup. Et ce que relèvent donc les témoignages de ces militaires repentis nous paraît d'une toute autre nature. Certains repentis que j'ai reçus donc au forum sont certainement portés disparus. Il est souligné dans ce document de témoignage qu'ils m'ont transmis et que détient également aussi Maître Jean-Martin Bemba et peut-être d'autres, parce qu'ils ne l'ont peut-être pas adressé à nous, puisqu'ils leur dit qu'il fallait que l'opinion nationale et internationale soit au courant de ce qui s'était passé. C'est pour ça qu'ils avaient préparé ce document. Il faut ajouter à tous ces morts des gens enlevés à leur domicile et que souvent nous allions exécuter. Ils avaient été dénoncés par leurs voisins du quartier comme étant contre le président Sassou Nguesso. On raconte aujourd'hui encore ce qui s'y est passé. Et ça, nous le lisons dans ce document, qui est un document de référence, de base, qui nous a été remis par ce collectif après le procès, quelques années après. C'est-à-dire, on nous a remis ce document en 2009 ou 2010. Et d'ailleurs, c'est la même période que le colonel, le général Montando va me remettre le fameux plan Ouebara qu'il a trouvé à la présidence. Il y a des cadavres qui étaient précipitamment enterrés au sein du domaine présidentiel, surtout ceux qui étaient en état de décomposition très avancée. On ne pouvait plus les déplacer car les chairs tombaient en lambeaux. On les faisait enfouir dans les sillons des fleurs. Ils y étaient encore jusqu'au moment de notre entretien et de la remise de ce document, m'ont-ils précisé. J'avais vite mis ce document à l'abri en Suisse. Et je le dis aujourd'hui, ce document, témoignage, n'était plus au Congo lorsque j'ai reçu mon exemplaire. Moi, je l'ai mis à l'abri. Parce que ce que contenait ce document était grave. Et d'ailleurs, je me dis, je m'en doutais que le président ne soit pas au courant. C'est pas pour rien qu'il voulait peut-être à tout prix m'éliminer. Vous avez vu vous-même, j'ai été persécuté. On a profité des événements de 2015 pour chercher à me tuer. Atanzambi izawatala Kongo kachobori bwenye babele bantu yamawiti kwenda Bakongo bamwangane makelekele mamwangane babele bantu yamawiti kwenda Atanzambi izawatala Kongo kachobori bwenye babele bantu yamawiti kwenda Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. La démocratie en tant qu'idéal vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix internationale.
La démocratie exige le libre exercice de certains droits, comme la liberté d'expression qui respecte autrui. Bon, moi c'est Jacques Lubello, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que... je suis là, ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. Je suis ici à Forum de Maître Tchassé. Ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. C'est super. Mama ntona mama ndembokela kwani mama ntona bukwenda mboko watala mani mange mama bukwenda balula mabanza mama kalindiri we mburu basiwe chililo we samuni monia basa kabalenwe basa mayelwe maloyi basi. Jacques Lubello, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que... je suis là, ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là. Je suis là, ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là. À Forum. Et Forum, c'est super. Et Forum, c'est super. Talabandoki kwana bakuyu bashiri mpando mbotukala yati ndangu ifwenye butujya kwetu butunwa kwetu mbutu nyingi samagembo iwe mwishi buchele meno ndoshi yati na tamburi mabyala manganga watela mane wazonzele ndangu ifwenye fumbukenwe mwishi buchele dia kwetu butunwa kwetu mbotu nyingi samagembo lilia linwa linikulumba vanga leza lenwa lejikisa ituchi leza lenwa lejikisa ituchi mabwide tangu ifweni bale imenye. Bon, moi c'est Jacques Lubello, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que... je suis là, ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. Chers auditeurs, ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme, Maître Maurice Massingo Tchassé. Bonjour et bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire des disparus du beach. C'est une affaire, j'en parle longuement dans mon ouvrage « L'autopsie d'un État totalitaire ». J'ai consacré une 30aine de pages sur cette affaire qui est très importante. Vous trouverez la vidéo en ligne pour ceux qui nous suivent, notamment ceux qui sont à Londres. Mon cadet, celui qui m'a envoyé cette belle cravate, il me l'a dit, celle que porte, comme la chemise aussi, que porte le roi Charles. En tout cas, merci beaucoup, cher cadet, de ce don que tu as pu me faire pour me féliciter par rapport aux prestations que nous faisons en vous parlant de l'histoire du pays, du Congo. Et donc, aujourd'hui, l'affaire des disparus du beach. Les disparus du beach, c'est une tuerie collective orchestrée par des hauts responsables des forces armées. Elle s'est déroulée à partir du 5 mai 1999 jusqu'en 2000, au débarcadère fluvial de Brazzaville, dit Beach de Brazzaville, sous donc la présidence du général Denis Sassou Nguesso, qui était revenu aux affaires
depuis 18 mois, en octobre 1997, suite à la guerre civile qui est devenue finalement un violent coup d'État militaire par la suite. Je vais donc évoquer, comme je l'ai fait dans mon ouvrage, l'autopsie d'un État totalitaire que je vous montre, le déroulement du génocide, la situation des disparus du Beach et autres, les convois de la mort, les enlèvements et les disparitions du Beach de Brazzaville, le document témoignage des militaires républicains, ce document qui décrit les scènes de mise à mort des sudistes, les crimes qui ont été commis dans le domaine présidentiel. Et je vais également faire le témoignage, peut-être pas le témoignage, parler du combat héroïque du colonel Marcel Twanga pour son fils Narcisse, le gendarme, qui a été assassiné au Beach. Donc cette affaire commence, il faut le dire, en avril 1999 à janvier 2000. Pourquoi je dis avril 1999? Parce que les crimes ont été commis depuis la RDC, à Mbadangungu. Et d'ailleurs, je vais perdre un ami, Jean-Blaise Kololo, qui va mourir en avril 1999 à Kinshasa. Je vais évoquer ces conditions de sa mort plus tard. En tout cas, pourquoi Sassou est responsable justement de cette affaire? Pourquoi? Parce que il avait lancé un vibrant appel radio-télévisé pour garantir que les gars qui étaient réfugiés en RDC devaient rentrer et qu'il leur serait pas fait aucun mal. Donc, cette garantie a été confirmée par la participation du HCR. Il faut bien suivre. Pendant que Sassou incitait les réfugiés à regagner Brazzaville, donc en mai 1999, Sassou intensifiait les bombardements des villages du Poul. C'est ainsi que de nombreux fuyards, pour ne pas dire réfugiés intérieurs, ou les nombreux villages, comme Kankata, Demalanda, Makwakoma, Ngoki, Matsula et bien d'autres ont été bombardés, vidés de leur population et pillés. Ce qui fait que les gens, ils passaient par Boko pour aller de l'autre côté du Congo, ce qui s'est donc passé au port fluvial de Brazzaville pour ces réfugiés qui avaient donc des sauf-conduits pourtant du HCR est terrifiant et nous rappelle sans contester des pratiques nazies. C'est donc exclusivement en considération de cet engagement solennel du président de la République, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, que des citoyens de Brazzaville et des pays du Niari, réfugiés en RDC, décident les premiers de regagner la mère patrie, c'est-à-dire regagner le Congo-Brazzaville, donc le 28, à partir du 28 avril et le 4 mai 1999, et d'ailleurs dans quelles conditions? Je vais vous relater ça. Dans cette perspective donc, est signé le 14 avril 1999 un accord tripartite entre les deux Congos et le HCR pour organiser le rapatriement volontaire des Brazzavillois, d'abord par train à partir des lieux de refuge au Beach Ngobila de Kinshasa, puis au Beach de Brazzaville avec comme finalité le retour au domicile respectif. Des milliers de personnes acceptent de rentrer à Brazzaville par donc le port fluvial, le Beach. La presse avait parlé à l'époque
de 350 personnes disparues. Mais en fait, en réalité, il y en avait beaucoup plus. Et comme vous allez vous rendre compte, justement, et je vais vous parler d'abord comment les convois de la mort ont été organisés. Il y a eu au départ 2 trains placés sous la haute surveillance policière de la Direction générale de migration de la RDC, parti de Madangungu, RDC. Donc, le 28 avril, donc le 28 avril au 4 mai 1999, pour le beach Ngobila de Kinshasa, en passant par la gare de Kazangulu. Il était fortement interdit aux passagers de sortir du train. C'était d'abord cette consigne qui avait été donnée. Donc, c'est que les gens ne pouvaient pas s'échapper. À l'époque, l'ambassadeur du Congo en RDC, qui supervisait en personne l'opération, c'est Roger Okula, qui avait commencé à superviser les opérations depuis les sites où se sont fait identifier les réfugiés. Le premier train a quitté Manangungu le 28 avril 1999 à 8 heures, avec plus de 1800 voyageurs à bord. Le deuxième train du 4 mai avait beaucoup moins de personnes, 1000 environ, car les échos des enlèvements et des disparus du beach de Brazzaville à l'occasion du premier convoi avaient déjà franchi les barrières des sites des réfugiés, notamment à Bazangungu. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait même pas encore le téléphone comme aujourd'hui. Donc, mais les gens étaient déjà au courant. D'où le refus de beaucoup d'autres d'aller à la mort. Ces trains, finalement, rappellent, pour nous qui connaissons l'histoire des nazis, les convois de la mort des nazis. Donc, les enlèvements et disparitions au beach de Brazzaville ont été rapportés par des personnes qui ont assisté à tous ces faits macabres. Moi, dès que je suis rentré de Paris en septembre 1999, parce que j'étais absent, comme je vous l'ai souvent dit, je n'avais plus assuré la protection des personnes et des biens dans les quartiers sud, parce que moi-même j'étais menacé. Donc j'ai dû quitter Brazzaville donc, en mars 1999. Donc lorsque je suis rentré, j'ai été saisi par des parents de nombreuses personnes disparues, et c'est le cas d'ailleurs du colonel Marcel Twanga, qui va m'interpeller. De mon côté, j'ai voulu savoir ce qui s'est passé. Donc j'ai mené mes enquêtes, je me suis rendu chez le directeur général de la police nationale, Jean-François Ndengue, qui m'avait mal reçu, et en plus, comme je lui avais apporté une lettre, il m'avait répondu, bon, un jour je trouverai peut-être cette lettre qui était assez méchante, alors que, bon, Ndengue, c'est un camarade du quartier, on a joué ensemble à Wenze, donc je connaissais très bien. Et puis en plus, quand nous étions au lycée, on se fréquentait. Donc j'ai entrepris des enquêtes auprès donc des chefs militaires aussi, notamment au Marcel Ntsuru. Je suis allé le manquer 2 fois. Mais c'est par après qu'on me dira qu'il voulait m'éviter. Il voulait m'éviter parce qu'il était, bon, là, il était gêné par rapport à ce qui se passait, parce que, d'ailleurs, après cette émission, je vais faire passer ce qu'il avait dit pendant le procès du beach. Donc, lorsque j'ai entrepris cette enquête auprès des militaires et des policiers,
Ceux-ci ne reconnaissaient pas les faits. Mais de nombreux témoignages qui me sont parvenus faisaient état de torture, des gens enterrés vivants, des corps brûlés, d'assassinés par balles, de victimes attachées à une barre de fer puis jetées dans le fleuve, de nombreux corps qui dérivaient le long du fleuve Congo. Certaines personnes ont été jetées dans un bûcher. Ceux qui m'ont rapporté leurs témoignages ont regretté d'ailleurs mon absence de Brazzaville, où probablement j'aurais pu influer sur le cours des choses, parce que l'opération de sécurisation des personnes et des biens que j'avais effectuée dans les quartiers sud, dans les sites initiés donc par moi-même, donc à partir du 23 décembre 1998 au 23 mars 1999, était stoppée et personne ne pouvait avoir le courage que j'avais donc de veiller à l'arrivée des déplacés qui regagnaient leur domicile. Parce que ça aussi c'est important. Et lorsque j'ai fait cette opération de sécurisation des personnes et des biens, j'avais lancé cet appel, je le dis, et je l'ai souvent martelé. J'avais lancé cet appel à la radio, à Radio Congo, Radio Brazzaville, et à Radio Liberté, et à Télé Congo, afin que les éléments de la force publique qui habitaient les quartiers sud de Brazzaville viennent se joindre à nous pour sécuriser les personnes et les biens, parce qu'il y a il y avait beaucoup de personnes qui étaient restées dans leur domicile à Bakongo, ou soit d'autres se cachaient vers le fleuve. Et donc, on aurait pu effectivement former un couloir humanitaire pour sécuriser toutes ces personnes qui rentraient justement de l'exil intérieur. Alors, contrairement d'ailleurs à Yvon Sita Bansiri, qui est mort il n'y a pas longtemps, résident à Bakongo, que j'avais plusieurs fois croisé pendant mes rondes, en janvier et février 1999, était celui à qui Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue avaient confié la mission d'informateur, celui qui devait dénicher ceux qui étaient qualifiés suspects de ninja au port. Et vous l'avez suivi au procès de 2005, retransmis à la radio et à la télévision. On a entendu ce sinistre personnage, Sita Bansiri, déclarer qu'il n'y avait jamais porté une arme, alors que à chaque fois que je le croisais, il était souvent avec son petit groupe de pillards et de malfaiteurs. Il portait souvent une arme. Parfois, il était en treillis. Et d'ailleurs, c'est la photo que je vous montre, pour vous montrer que lors de cette opération, justement, de sécurisation des personnes et des biens, j'avais empêché pas mal de choses. Et d'ailleurs, vous verrez dans les images, pour ceux qui nous suivent, que j'avais sauvé un enfant qui avait été criblé de balles à Bakongo. Et ça s'est passé en janvier 1999. Tu vois les pilleurs, voilà comment les pilleurs viennent tirer sur les gens et tout ça. Le petit là peut être ninja. On va prendre, c'est pas normal. Après on va pas battre comme Yambo. Ça c'est bon. Ça c'est la lâcheté. Quel abo. On va l'hôpital. Bon. On va le mettre dans le taxi. Va vous couvrir déjà. Quand on est dans l'hôpital, il n'y a pas de son. Il n'a pas de on va tirer sur lui. Oh. Il y a des balles ici au dos. On va l'amener à l'hôpital. Finalement, nous. Maître, on le met dans le taxi, là, on va l'amener. Maître, regarde. c'est la tata qu'on va mettre sur le couvrir déjà. Ça se lève.
Il dormait là. Bon, couvrir, on couvre. C'est l'enfant du papa. Bah, tiens, bon, viens vite sur ton téléphone, mais maintenant l'hôpital. Tu es là, tu es déjà. Plus le meurtre. C'est bon. Ma petite reste encore de soigner. Mon colonel, je ne sais même pas là où je vais le laisser. Non, la barre est là, la barre est là. Ah, d'accord. La barre n'est pas sortie. Non, ça sert pas grave. Amène la barre. Le taxi. Amène le taxi. Bah, on va dire moi. Attends, un petit comme ça là. Je vais le mettre sur moi. Il y a un cas déjà de prochain. Oui, parce qu'il faut qu'on fasse. Aujourd'hui, on est le 6. Donc là, le 7. on filme. Vous venez donc de suivre cette séquence où on a donc sauvé ce petit garçon. En tout cas, nous avons des témoins ayant pris part à ces convois de la mort qui ont donc apporté leur témoignage sur les conditions de leur traversée et de ce qui s'est passé au beach de Brazzaville, à l'arrivée donc des réfugiés. Et comme ceux qui sont fidèles à nos émissions, le forum avait diffusé, il y a 3 ou 4 ans, le procès du beach. Donc parmi les témoins, il y avait quelqu'un dont je ne vais pas citer le nom, et qui avait apporté son témoignage qui était assez émouvant. Je cite donc, il dit, le 4 mai 1999, j'avais à ma charge 6 enfants et moi-même. J'étais la 7e personne de mon groupe. C'est la liste officielle que nous avons déposée au HCR, à Mbanzangungu, donc en RDC. Les enfants, il les cite, c'était Arnaud, Bischoff, Aimé, et enfant Y, il n'a pas dit le nom, Justin, Constant et moi-même. Il poursuit donc, le 7e donc c'était lui-même. Nous avons pris la décision de rentrer à Brazzaville sur invitation du chef de l'État. En effet, le président Sassou Nguesso, à l'époque, avait lancé un appel pour demander à tous les citoyens qui étaient réfugiés en RDC de rentrer. Il poursuit dans son témoignage, c'est le capitaine Oko, qui nous avait convoyés de Kinshasa à Brazzaville. Au beach de Brazzaville, il y avait également le colonel Alakwa, le lieutenant Okwere, le commandant Elenga, le commandant Achipo, Jean Mathieu, le lieutenant Okwele Saturnin, le sergent Brice, qui au moment des faits habitait dans la rue Makotipoko, le lieutenant Okana, le ministre Opimba, Léon Alfred et un certain Vital Bakana. Donc, au beach de Brazzaville, nous avons été accueillis par le ministre Opimba, chargé de l'action humanitaire, dit-il. Il nous a souhaité la bienvenue, tout en nous assurant que chacun devrait rentrer chez soi. Mais avant, a-t-il dit, il y a de simples formalités de police à remplir. Donc, ce qui va se produire, selon donc ce témoin clé, est tout à fait le contraire de ce qui avait été dit officiellement par le ministre Opimba. Cette partie civile au procès de Brazzaville a poursuivi ainsi
son témoignage. Après, on va procéder au triage. Nous étions mis en rang, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. On nous faisait rentrer dans une salle et là, on nous demandait de nous dépouiller de nos chemises et pantalons aux fins de recherche de certaines traces. Tous ceux qui avaient des traces étaient retenus dans le salon. Comme j'avais une cicatrice à la main gauche, j'étais retenu dans la salle. Et dans cette salle, il y avait quelqu'un qui nous enregistrait. Au moment où je devais aller m'asseoir en attendant qu'on vienne me prendre, quelqu'un a surgi et m'a intimé l'ordre de sortir en me disant « Qu'est-ce que tu fais là ?» Quand j'ai dit que j'attendais ma famille, il m'a dit « Va-t'en » et je suis sorti. J'attendais les enfants donc dehors. Je les regardais à travers les vitrines. Jusqu'à ce jour, je ne les ai jamais revus, déclare-t-il. Alors, était-il resté les bras croisés par la suite? Ça, non. Ce témoin dit, à ce propos d'ailleurs, nous sommes allés à la gendarmerie, à la DCRM, c'est la Direction centrale de renseignement militaire, que dirigeait à l'époque Marcel Nsourou, mais les recherches sont demeurées vaines. C'est le jeudi 20 mai que mon grand frère, dit-il, m'a annoncé qu'il n'y avait plus d'espoir qu'une personne qui avait échappé à la mort en fuyant était sortie et se trouvait actuellement à l'hôpital. Donc, elle a fait le récit. Donc, la personne a fait le récit suivant de la manière dont les autres ont été tués. Après vous, vers 22 h, les personnes retenues étaient mises dans un bus de marque Yas, de couleur blanche. On leur a demandé de se dépouiller de leurs habits. Cette personne a ajouté « Vos enfants avaient proclamé leur innocence, en disant même que leur maman travaillait avec Madame Sassou. Ils étaient amenés derrière l'ancien palais du peuple, palais présidentiel. Vers le fleuve, on les mettait 2 à 2 pour les exécuter. Il y avait les enfants Chiluemba, les enfants Bouekassa, les enfants Mabanza. Il y avait aussi l'enfant Mayuma Mbalula. Ils étaient au nombre de 36 et on va les exécuter. Le chef de l'exécution va passer pour se rendre compte qu'ils étaient effectivement morts. Il donnait un coup pour se rassurer. Ces corps avaient été soumis au supplice du pneu, le collier de feu. Les gens de Bakongo avaient bien vu la fumée le lundi 18 mai et se demandaient ce qu'on brûlait là-bas. Il y avait une fumée noire. Le témoin avait alors terminé ainsi sa déposition. Au beach, les enfants avaient reconnu tonton Vital. Au beach, donc il s'agit donc de Vital Bakana. Au beach, il avait donc un militaire, le nommé Okaband. Quelques jours après, je l'ai croisé, c'est lui qui continue le récit. Je lui ai posé la question de savoir où est-ce qu'il avait mis les gens arrêtés au beach. Il me répondra que c'était un secret militaire. Au total, donc, au procès public de Brazzaville de 2005, retransmis en direct à la radio-télévision, et qui a été filmé parce qu'on a eu une autorisation. Nous, au forum, on avait filmé. Et donc, c'est au moment où, justement, on démarrait le programme du forum. Donc, la cour criminelle a identifié un pneu, plutôt la cour criminelle a identifié un peu plus de 80 jeunes gens enlevés au beach de Brazzaville et qui ont disparu. Bien sûr, ce chiffre est bien minoré, il faut savoir. En tout cas, leurs corps n'ont jamais été remis à leur famille, alors que, jusqu'à la tenue du procès, le clan Sassou niait à corps et à cri la réalité des disparus de l'embarcadère de Brazzaville et d'autres lieux en avril et mai et décembre 1999. D'ailleurs, je voulais dire que si cette affaire a été connue, c'est parce que
il y a certaines personnes qui ont fait le travail. En commençant d'abord par Ndalagraï. Il est en vie. Lui, il est allé voir au départ Gérard Bitsindou. Et Gérard Bitsindou, on a parlé au président, probablement qui a nié les faits. Mais lui-même, d'ailleurs, il est mort de cela, donc j'en parlerai tout à l'heure. Et il y a eu des témoignages qui sont arrivés aux gens comme nous, Maître Mbemba, lorsqu'il était ministre de la Justice, garde des Sceaux, en remplacement de Nzé Pierre, il a auditionné les parents et c'était des dossiers, des documents, c'est pour cela qu'il a fait instruire l'affaire. Le juge, le doyen des juges, c'était Nzoala. Alors je vais revenir sur ça, mais je voulais vous parler donc du document de témoignage qui est très poignant, que je veux vous lire, qui décrit les scènes de mise à mort des sudistes. Alors ici, donc, nous reprenons en grande partie le document donc témoignage, comme je l'ai dit, qui nous a été remis, et Maître Jean-Martin Mbemba, président de la Commission nationale des droits de l'homme, là il n'est plus ministre, et moi-même, en tant que vice-président et président du Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, on nous a apporté le document tout juste après le procès, quelques années après le procès, ce document témoignage qui nous a été remis en toute discrétion par le collectif des militaires, gendarmes et policiers, faisant partie des pelotons chargés des exécutions sommaires, des exilés et autres sur ordre du clan Sassou. Alors, suivez très bien ce que je veux lire, parce que le collectif d'une cinquantaine d'officiers et sous-officiers se trouverait en partie, en ce moment, en exil, après les exécutions de certains d'entre eux. Ce document est un témoignage unique sur les atrocités commises au Congo et particulièrement celle du Beach. Alors, ces officiers et sous-officiers, en majorité Mbushi, Makwa et Likwala, ont participé personnellement d'avril 1990 à janvier 2000 aux enlèvements et exécutions sommaires des réfugiés originaires du Poul, en provenance de la RDC. Ils ont agi de même envers certains compatriotes des pays du Niari, c'est-à-dire la Bwenza, la Lepoumou et le Niari. En tout cas, ils ont enlevé et exécuté sur instruction de Sassou et de ses collaborateurs. Certains de ces officiers et sous-officiers concernés par les exécutions dans l'affaire du Beach ont été également impliqués à Ouando dans l'affaire de Pieranga et dans celle du Chipoy. Nombre d'entre eux commençaient à être inquiétés et à disparaître. Pour l'histoire et afin de nous livrer ce lourd secret des massacres des pauvres innocents, ils nous ont donc adressé ce document de témoignage. Je voulais d'abord planter le décor pour savoir comment nous avons eu ce document qui est très important, que j'ai mis pratiquement avec des principaux extraits dans mon ouvrage, que vous voyez, l'autopsie d'un État totalitaire, crime d'un génocidaire. En tout cas, voilà ce qu'il déclare. Je dis bien, de nombreux militaires, gendarmes et policiers sont entrés dans la force publique par vocation. Ça, c'est leur introduction. Ils avaient l'ambition de défendre l'intégrité du territoire national et servir la République conformément à la Constitution et aux principes déontologiques régissant toutes les armées républicaines.
soldats du peuple, nous devions protéger les citoyens et défendre leurs droits souverains. Or, au vu de ce que le clan Sassou leur a imposé, il précise, aujourd'hui, nous ne savions pas qu'à la suite de certains phénomènes dialectiques qui devaient, entre autres, changer le cours de notre histoire, nous serions ramenés vers les tribus et les régions pour devenir par la suite les bras armés des personnalités politiques voulant se hisser au pouvoir ou s'y maintenir indéfiniment au mépris de la Constitution et des principes démocratiques adoptés par le peuple et auxquels nous serions dévoués sur des bases tribalo, régionalistes ou par cupidité. En tout cas, ils renchérissent ainsi. C'est pour toutes ces raisons que notre collectif, qui se veut présentement le porte-parole des militaires, des gendarmes et des policiers, constituant la force publique nationale, sans aucune connotation ethnique, vient dire au peuple toute la vérité sur les directives de la hiérarchie politique et militaire. Pendant les événements tragiques intervenus dans notre pays ces dernières décennies. Voilà donc ce qu'ils nous ont déclaré, parce que d'ailleurs, quand je les ai reçus discrètement dans mon bureau au forum, en tant que militant défenseur des droits de l'homme, et non en tant que dirigeant de l'institution nationale des droits de l'homme, c'est-à-dire la Commission nationale des droits de l'homme. Oui, je le précise bien, parce que le président Sassou Nguesso avait déclaré ceci en 2004, en mon absence, alors que je me trouvais en Europe, en recevant le bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, qui à l'époque était présidé par Justin Kumba, donc Thierry Ngombe, parce qu'on venait d'être installé. Il y avait donc Justin Kumba comme président, Thierry Ngombe comme premier vice-président, et Etienne Mokonzi Moubé comme trésorier, et Nadia Makosso comme rapporteur. En tout cas, président Sassou Nguesso avait donc dit à Maître Thiassé que c'est maintenant un dirigeant, un militant. J'insiste sur cela. Je le connais. Lorsque cela m'a été donc rapporté, à mon retour de Paris, j'ai d'abord esquissé un sourire. Le premier qui me le dira, donc c'est Kumba lui-même, le président de la commission. Voilà, il va me rapporter cela avant que les autres, justement, le confirment. Alors, lorsque cela m'a été donc rapporté à mon retour de Paris, comme je l'ai dit, cela m'a fait sourire. Mais je n'ai pas attendu la suite trop longtemps. Parce que au cours de la présentation des vœux de 2005, en saluant le chef de l'État, celui-ci me dit, alors le vice-président des droits de l'homme est là. Et moi, de lui répondre, oui, monsieur le président, le dirigeant et le militant des droits de l'homme est de retour. Ah, il m'a répliqué, hein, tu as fait, pas de provocation. Je pense qu'à partir de cette rencontre, j'ai dû hypothéquer le bon fonctionnement de cette institution indépendante, qui n'a plus d'ailleurs bénéficié des pouvoirs publics, de l'aide et l'assistance nécessaires dans l'accomplissement de ses missions. C'est pourquoi, en recevant donc ce collectif, je ne sors pas de mon cadre. J'ai apprécié et encouragé cette démarche explosive du collectif de la force publique, surtout lorsqu'ils m'ont déclaré, nous militaires avons compris que pour conserver le pouvoir et disposer la maîtrise des richesses nationales, des politiques sont prêts à commettre des nouveaux crimes odieux, non seulement dans les rangs de leurs ennemis politiques, mais aussi parmi leurs partenaires. C'est ainsi que nous autres, nous comptons parmi les futures victimes de leurs ambitions et de leur ingratitude, comme le sont des militaires et des cadres civils émérites dont la contribution à leur accession au pouvoir avait été déterminante. Donc ils ont donné un exemple, un des exemples donc type, est celui concernant le sort fait aux officiers et cadres civils de la Likwala.
Nous savons que les guerres civiles que Sassou a imposées au peuple en 1997 et 1998 ont été gagnées par lui, grâce principalement aux officiers chefs de guerre et dirigeants politiques originaires de la Likuala. Il s'agit particulièrement des généraux Yves Montando, Léonard Issongo, Gilbert Mokoki et le colonel Mokoki, les deux frères, Jean-Marie Tassoua, le chef de guerre, alias général Jap, sur le plan politique, Ambroise Nomazalaï, alors secrétaire général du Parti congolais du travail et dirigeant donc de la majorité présidentielle, qui avait en charge la direction de tout le champ politique. Tandis qu'à l'extérieur, l'ambassadrice au Mozambique, Emilienne Boutouka, et l'ancien ministre Mamadou Camara Dekamo étaient à la manette. Sassou a éloigné tous ces vainqueurs de la guerre du 5 juin face à l'Issouba. La première victime, c'est Ambroise Nomazalaï, qui aurait voulu diriger la transition après la guerre du 5 juin 1997. Celui-ci, au cours de nos entretiens hier dans l'Essonne, en France, nous étions tous les deux favorables à une période de transition à la fin de la guerre pour assurer des élections au lieu de voir Sassou prendre la tête du pays dès le 24 octobre 1997. Et ça, nombreux ne le savent pas. Lorsque je pars et voir Nomazalaï. Et d'ailleurs, je vous raconte l'anecdote. Une fois, quand Nomazalaï se rendait, il était déjà président du Sénat, Sassou me demande, mais en fait, de quoi souffre Ambroise Nomazalaï? Alors j'étais surpris et stupéfait. Je dis, mais c'est pas croyable, comment il peut me poser une question comme ça? Mais je ne sais pas, mais c'est votre secrétaire général, vous pouvez lui demander. Donc c'était pour savoir si nous parlions de beaucoup de choses. En tout cas, moi je ne m'intéresse pas parce que je savais qu'il était malade. Bon, moi je me trouvais en France, il fallait que j'aille lui rendre visite. Alors, bref, donc je ferme cette parenthèse que j'ai ouverte. Donc, il y a donc le général Yves Montando, nommé conseiller du président Sassou. Et d'ailleurs, le général Montando, il a été nommé général grâce un peu à mon intervention directe, puisque cette anecdote, je l'ai racontée une fois. Le général Montando, quand il a été nommé chef d'état-major général, il était colonel. Alors je me trouvais chez le président Sassou, on était assis dans la paillote. Je vois arriver le général Dabira. Alors le chef d'état-major était à côté. Donc après, le chef d'état-major général l'a salué. Ah, c'est là où justement j'ai dit, mais c'est pas croyable. J'ai dit, mais monsieur le président, il faut régulariser la situation. Mais nous ne sommes plus en guerre, ce ne sont pas les miliciens. L'état-major général doit être dirigé par un officier quand même supérieur au rang. Donc, je vous assure, quelques semaines après, le colonel Yves Montando a été nommé général de division. Donc, et ça, c'est l'anecdote que je vous dis, parce que moi, je n'avais pas foi aux yeux. Le président Sassou m'avait toujours dit de le tutoyer, d'être à l'aise avec lui, donc de lui parler. J'avais plus de liberté. D'ailleurs, je ne faisais pas partie du PCT. Donc, je ne dépendais pas. Pour moi, c'est un citoyen qui dirige le pays. C'est un aîné, c'est un grand frère. Donc, c'est pour ça que je m'autorisais. Je faisais certain nombre de choses. Et beaucoup ont dit, voilà, c'est un petit Sassou. Mais non, mais c'est parce que, dès le départ, depuis Paris,
nous nous sommes accordés. C'est vrai, il y a le droit d'aînesse, mais même si c'est politique, mais si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais je l'affirme. Je suis comme ça. Depuis ma naissance, j'ai toujours été comme ça. Quelque part, je suis un petit rebelle. Donc, je reviens donc sur cette histoire de Yves Montando, qui est donc nommé après avoir quitté les fonctions de CMG, conseiller du président Sassou. Je l'ai vu confiné dans un local qui faisait office de bureau de travail. Lorsque nous avons donc été élus deuxième vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, lui, il était déçu, car selon lui, je méritais de prendre la tête de cette institution. Ainsi, il faisait le parallèle de nos deux situations. Il aurait voulu occuper le ministère de la Défense après avoir été chef d'état-major général. C'est pour lui donc une humiliation de trop. L'autre personnalité militaire, c'est le général Léonard Essongo. Après avoir été affecté sur le terrain chaud de la RCA, c'est-à-dire la République centrafricaine, il occupe actuellement la chaise du feu général Montando à la présidence de la République. Le général Mokoki, qui aurait dû être logiquement CMG, c'est-à-dire chef d'état-major général, lui avait été expédié à la gendarmerie avant qu'on ne lui attribue le strapontin ministériel créé de toutes pièces. Pendant donc ces guerres, on n'a pas vu sur le terrain Jean-Dominique Okemba, qui était à l'époque bombardé. Il est passé de capitaine, je ne sais même pas s'il est resté quelques mois commandant. Il est bombardé lieutenant-colonel et ensuite amiral. Je ne sais même pas s'il est passé colonel plein. Ça, les gens ont dû observer cela. Donc, il y a Jean-François Dengue qui méritait donc d'être général parce qu'il est resté longtemps colonel. Il y a Moko Hilaire également, et général Moko Hilaire. Donc, je cite ceux qui, pendant la guerre, qu'on n'a pas vu sur le terrain, donc il s'agissait donc de Jean-Dominique Okemba, Jean-François Dengue, Moko Hilaire, Michel Ngakala, qui est cloué au grade de colonel, moi je ne sais pas pourquoi, alors que Olesongo, qui n'a même pas combattu aussi, s'est retrouvé général. Et tous ceux qui leur ressemblent d'ailleurs. Par contre, les cadres Moshi, qui s'étaient distingués à ces occasions, ont connu des situations dramatiques. Il faut le dire, c'est le cas de Blaise Adouard, le colonel Avoukou. Alors donc le collectif se met à donner des précisions effarantes, concrètes, sur les crimes monstrueux de masse commis par eux sur ordre des politiques et chefs militaires. Donc, et dans le document, on lit, en 1998, pendant les opérations dans la région du Poul, les ninjas de Ntoumi et Kolela, que nous étions censés anéantir, étaient comme informés de notre progression. Nous arrivions toujours dans leur campement lorsqu'ils les avaient quittés. Ils nous prenaient de travers comme s'ils connaissaient notre évolution. Dans les régions de la Bouenza, du Nyari, de la Lekumu, les résidus des milices du pouvoir déchu se livraient à des petites attaques sporadiques pour couvrir leur fuite. À défaut d'eux, nous nous acharnions sur des civils sans armes et sans vocation combative. Nos chefs respectifs et le haut commandement recevaient des rapports des actions menées contre les populations civiles. Ils ne disaient rien. Des personnalités politiques du niveau le plus élevé étaient informées de toutes les actions menées par nous sur les terrains de combat. Ce que soulignent donc ces militaires dans leurs documents témoignages est attesté par exemple
par ce qui s'est passé en 1999 à Dolisie. En effet, à l'occasion donc de cette conclusion de l'accord de paix, une équipe de militaires envoyée par le président Sassou lui-même se rend à Dolisie pour négocier avec les militaires partisans du président Pascal Lissouba, reclus dans les forêts environnantes. Après 3 journées de négociations, un accord est conclu. Le 4e jour, 4 officiers proches du président Pascal Lissouba sortent de leur lieu de refuge pour parapher l'accord avec leurs homologues dépêchés par le président Sassou. Le colonel Bibalou Dikongo dirige donc la délégation des sous-officiers des pays du Niari et c'est lui qui paraphe l'accord. Alors que ces officiers, dont on dit Nibolek, je n'aime pas tellement l'expression Nibolek, les pays du Niari se retournent pour rejoindre leur refuge, annoncer la signature de l'accord. Ils sont tous les 4 abattus froidement de dos par cette équipe envoyée par le président Sassou. Cette délégation était donc venue là, non pour négocier la paix, mais uniquement pour tuer. Ce n'est pas tout. Dans la délégation envoyée par Sassou Nguesso se trouvait un sous-officier originaire du Poul. Écoutez, connaisseur des lieux et placé dans la délégation comme éclaireur. Après l'exécution des 4 officiers lissoubistes, le sous-officier du Poul a été lui aussi abattu par les autres membres de la délégation. Motif? Pour faire disparaître un témoin gênant. J'étais stupéfait de ce récit. Car Bibalou Dikongo était un camarade du noyau politique du lycée Chaminade. Lors de la grève de novembre 1971, on se connaissait, on se retrouvait souvent dans le cadre de rencontres entre sections de l'Union Générale des Élèves Étudiants Congolais, donc l'UGEC. Et en 1991, lorsqu'il était au camp de la gendarmerie à Bifouti, on se voyait en compagnie du colonel Bloud Bidungas, parce que c'est là où ils étaient. On comprend alors aisément ce que relatent les officiers et sous-officiers membres du collectif qui précisent encore. Pris dans l'engrenage des haines contre les autres et de la sauvegarde du pouvoir de la tribu, nous étions convaincus que la nation réduite d'ailleurs au pouvoir et à la région était en danger. Il fallait cesser de penser et donc continuer à tuer tous ceux d'ailleurs qui nous étaient indiqués comme étant des gens hostiles à notre région. Voilà le témoignage. Pire encore, le document souligne avec effroi le comportement abject des éclaireurs du Poul, convertis à la trahison de leurs propres parents. Donc, au cours de mon entretien avec le général Adoua, ce dernier d'ailleurs se plaindra du comportement des jeunes gens du Poul qui venaient le voir pour trahir les leurs, moyennant un petit billet de 5000 francs CFA, près de $10. Et l'entretien là, je l'ai eu bien après, justement, le procès du Beach. C'est lorsque j'ai assuré l'intérim de la présidence de la commission des droits de l'homme. Je suis allé le voir parce que la commission nationale des droits de l'homme devait recevoir toute l'équipe de la commission africaine des droits de l'homme, justement, qui devait tenir une session à Brazzaville. Il fallait justement qu'on prépare et on n'arrivait pas à décaisser des fonds du trésor. Donc il fallait une intervention directement du chef de l'État. Il fallait donc que je passe par lui pour obtenir une audience. Parce que depuis un certain temps, je n'arrivais plus à voir le président. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2004. Donc après, on s'était même plus, on se voyait plus. Donc c'était pour refermer cette parenthèse que je tenais à ouvrir et à
que j'ai ouvert plutôt. Il est ainsi donc indiqué dans ce document, plus grave encore sur le terrain, et compte tenu de cette culture de la haine professée par nos chefs, nous ne faisons aucune différence entre des miliciens armés que nous étions censés anéantir et les populations civiles que nous devions pourtant protéger. Chaque originaire d'une région autre que la nôtre constituait une cible potentielle. Nous devions abattre sans discernement. Ironie du sort, la décadence morale et civique au niveau des gens du Poul faisait que certaines écuries étaient constituées des Bakongos spécialement. Ceux-ci proposaient leurs services moyennant rétribution financière ou matérielle. Cette rétribution ne dépassait pas souvent 10 000 francs CFA. Ils acceptaient de nous servir d'éclaireurs pour localiser et traquer leurs propres parents qui se cachaient dans les villages dont nous ne connaissions pas les accès. Ces méprisables individus étaient heureux de donner la mort à des villageois sans armes et dont ils savaient qu'ils n'étaient pas impliqués dans des actions de guerre, mais qu'ils avaient fui Brazzaville pour se protéger. Certaines victimes étaient connues d'eux. Ce sont des gens qu'ils connaissent. Ce sont des gens qu'ils connaissaient dans les quartiers dont ils voulaient se venger, soit par jalousie, ou soit pour leur rang social, soit ce sont des parents, soit des faits, soit pour des faits mineurs. Donc après, le collectif va nous parler justement des crimes commis dans le domaine présidentiel. Ils nous ont fait un tableau des actes les plus abominables, avec des précisions d'une gravité inouïe, s'agissant des crimes commis donc dans le domaine présidentiel. Le collectif déclare, après avoir assassiné nos compatriotes sur des instructions de notre hiérarchie, nous avions ordre de détruire leurs cadavres et toutes les preuves qui pouvaient compromettre nos chefs hiérarchiques et surtout les personnalités politiques. Des brasiers avaient été allumés par nous au sein du domaine présidentiel, résidence officielle du président de la République, donc au plateau. Je vous montre d'ailleurs la photo satellite du palais présidentiel non loin de Bakongo. Nous y avons inséré, ils continuent, donc c'est le document qui précise, nous y avons inséré des cadavres de nos concitoyens. Cela ne faisait pas l'unanimité des officiers, mais la décision de notre hiérarchie était irrévocable. Les cadavres en décomposition avancée étaient tellement nombreux que leur odeur envahissait tout le secteur environnant la présidence. Des citoyens de la zone s'interrogeaient sur l'origine de ces odeurs. Certains fonctionnaires et travailleurs quittaient leur bureau prématurément pour mettre fin à cette situation qui suscitait de nombreuses interrogations dans l'opinion. Il fallait brûler ces cadavres au plus vite et nous l'avons fait à plusieurs reprises. Mentionne ce document de témoignage que nous possédons dans son intégralité, même si je n'ai mis que les extraits dans mon ouvrage. Ce que je lis là est contenu dans cet ouvrage que je vous montre. L'autopsie d'un état totalitaire. Au début, donc je poursuis, nous incinérons les cadavres de jour, mais les colonnes de fumée qui s'élevaient de la présidence attiraient encore plus l'attention sur la zone du palais. Alors la décision fut prise par les chefs de les incinérer de nuit. Malheureusement, certains corps que nous jetions dans les brasiers étaient encore en vie. Ils étaient blessés dans le coma ou tout simplement terrassés par la faim et la soif. Il fallait les brûler tout de même. En contact avec les flammes, ceux qui respiraient encore poussaient des grands cris qui nous revenaient. La relation des faits aussi horrible ressort encore des énoncés qui suivent, tels que répertoriés dans le document qui nous a donc remis par le collectif des militaires, gendarmes et policiers. Pour les gens qui pensaient que nous n'étions pas au courant et que nous avons nié les faits. Les gens qui sont justement des champions dans la désinformation, qui sont passés à une chaîne qui
qui se veut de communication et qui n'a pas pu accepter mon droit de réponse. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas faire la désinformation. Il y a eu des gens qui ont fait un travail, en commençant par Ndalagraï, comme je l'ai dit, Gérard Bitsindou, Maître Mbemba, Patrice Nzouala, il est mort de ça, j'en parlerai. Donc je poursuis ici pour nous faire la lecture de ce document. Nous avions des pneus, de l'essence, du bois et des produits chimiques pour tout calciner et rapidement. Les Européens, des Tchadiens, des Rwandais nous assistaient. Donc écrit-il. L'objectif était d'effacer toutes les traces. Mais les objectifs ne pouvaient être atteints car il y avait des cadavres partout, surtout à partir du mois de mai 1999, lorsque nous commencions à recevoir nos compatriotes en provenance de la RDC. Il n'y eut pas que 350 disparus. C'est eux qui écrivent, mais beaucoup plus. Rien qu'au bas du domaine présidentiel, chaque jour, on tuait plusieurs fois par peloton successif. Il nous arrivait de tuer en commençant le matin vers 11h jusqu'à 22h, sans compter ceux qui étaient enlevés directement par les écuries après leur débarquement par le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, au beach. Selon donc le témoignage, tout le monde savait, car les tirs étaient entendus par tous. Même les militaires qui gardaient la résidence de l'ambassadeur de France venaient voir ce qui se passait au bas du domaine présidentiel. Les bergers du fleuve servaient aussi de lieu d'exécution. Derrière le magasin Score, à côté même de l'un des domiciles du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire de l'époque, Pierre Aubat, les tueries étaient fréquentes. Ces opérations furent menées à un rythme constant pendant environ 2 mois, disons jusqu'au moment où nous avons appris que le Haut Commissariat aux réfugiés et la Radio France Internationale parlaient des enlèvements du beach. Alors, mais qui avait informé Radio France Internationale et qui avait informé le Haut Commissariat aux réfugiés? Si ce n'était pas nous. Parce que nous, on était impuissants à l'intérieur. Et comment on peut dire que nous avons nié cette affaire du beach? Non, nous le savions, nous étions gênés. Partout on passait, on parlait de ça. Il fallait donc qu'on organise vite le procès. Et c'est là où justement Maître Mbemba, devenu ministre de la Justice, a fait son travail. Avant que Incha bien justement n'achève la mission. Et je vous en parlerai plus tard, parce que je crois que nous allons faire 2 émissions pour édifier les gens. Donc, le document témoignage nous apprend que les tueries n'avaient pas cessé, car les massacres continuaient. À partir de ce moment, dit donc le document, les exécutions se faisaient dans la périphérie de la ville, principalement à Itatolo, vers le pont du Djoué, et à Wenze, Mandanza, pendant plus de 2 mois. Cela faisait beaucoup. Et il était inutile de compter, mentionne-t-il dans leur document. Car depuis le beach et les berges du fleuve, tous ceux que nous exécutons sur place étaient directement jetés, poussés dans les eaux du fleuve. Et d'ailleurs, pour anecdote, nous recevions souvent des gens qui venaient dire on a repêché un corps là-bas, ben on était obligé de l'enterrer parce qu'on ne pouvait rien faire. Donc, tout le long du fleuve, les villages qui sont là, ils savent qu'ils ont vu des corps qui chaviraient dans le fleuve. Donc, des centaines d'autres étaient exécutés au pont du fleuve du Djoué, sur la Nationale 1, par plusieurs formations et écuries. Les individus placés le long de ces 2 ponts étaient criblés de balles. Leur corps tombait directement dans les eaux du Djoué,
qui les ont portés directement dans le fleuve Congo. Les auteurs de ce document d'ailleurs citent quelques noms parmi les bourreaux de cette macabre situation et font état d'autres types de pratiques nazies. Cette pratique inaugurée par des officiers de la police, avec la manœuvre des colonels Boyika, Zobi, Basile et le commandant Bakwa, Grand Gando, évitait donc de transporter des cadavres à travers la ville. Un certain commandant, Vital Bakana, spécialement bombardé, responsable du commissariat de police pour son mépris des ressortissants du Poum, les régions dont il était originaire pour sa cupidité et sa cruauté, avait réussi à suivre la majorité des exécutions. On raconte aujourd'hui encore ce qui s'y est passé. Et ça, nous le lisons dans ce document, qui est un document de référence, de base, qui nous a été remis par ce collectif après le procès, quelques années après. C'est-à-dire, on nous a remis ce document en 2009 ou 2010. Et d'ailleurs, c'est la même période que le colonel, le général Montando va me remettre le fameux plan Ouébara qu'il a trouvé à la présidence, parce que lui-même était aussi surpris de ce plan Ouébara. Donc je reviens sur mon récit du document témoignage du collectif des militaires. On lit dans ce document, dans tous les bâtiments de l'allée qui longe le fleuve au bas du domaine présidentiel, des individus avaient été enfermés. Certains jours, nous passions avec des gros camions ou des brouettes pour ramasser des cadavres de ceux qui étaient morts dans ces cellules improvisées. Il n'y a pas de pseudo disparu du pitch. Il y en a eu. Même au moment où les accords de paix étaient signés en décembre 1999, il y avait encore des personnes gardées. Il mentionne ce document témoignage. Certaines y sont restées jusqu'au mois de janvier 2000. Elles étaient dans un état physique si lamentable qu'il les tuait couchées car elles n'avaient plus la force de se mettre debout. Les sortir pour les libérer faisait courir le risque de faire dévoiler toutes les procédures que nous y employons. En définitive, nous avions eu l'ordre de les exécuter tous, toutes ces personnes. On avait pensé qu'on avait vu pire avec les nazis. Ça, c'est moi qui fais le commentaire. Et ce que relèvent donc les témoignages de ces militaires repentis nous paraît d'une toute autre nature. Certains repentis que j'ai reçus donc au forum sont certainement portés disparus. Il est souligné dans ce document de témoignage qu'ils m'ont transmis et que détient également aussi Maître Jean-Martin Bemba et peut-être d'autres, parce qu'ils ne l'ont peut-être pas adressé à nous, puisqu'ils ont dit qu'il fallait que l'opinion nationale et internationale soit au courant de ce qui s'était passé. C'est pour ça qu'ils avaient préparé ce document. Ils nous ont donc évoqué également dans ce document les faits suivants sous prétexte d'interrogatoire, se cachaient des exécutions sommaires. Le siège du groupement de la garde républicaine était donc comme un dépôt de personnes à exécuter. Les autres formations de la police, de la force publique, sauf la gendarmerie, donc, allaient y prendre des gens pour officiellement les interroger. Mais ces personnes ne revenaient jamais et ne regagnaient pas leur famille. Il faut ajouter à tous ces morts des gens enlevés à leur domicile et que souvent nous allions exécuter car ils
ils avaient été dénoncés par leurs voisins du quartier comme étant contre le président Sassou Nguesso. On lit encore. Toutes les personnes tuées au bas du domaine présidentiel l'étaient selon une procédure qui avait un caractère conventionnel. C'est-à-dire que nous avions des pelotons d'exécution. Mentionne donc le document témoignage. Nous avions des pelotons d'exécution constitués et dirigés par des officiers qui donnaient même le coup de grâce. Il y a des cadavres qui étaient précipitamment enterrés au sein du domaine présidentiel, surtout ceux qui étaient en état de décomposition très avancé. On ne pouvait plus les déplacer car les chairs tombaient en lambeaux. On les faisait enfouir dans les sillons des fleurs. Ils y étaient encore jusqu'au moment de notre entretien et de la remise de ce document, m'ont-ils précisé. J'avais vite mis ce document à l'abri en Suisse. Et je le dis aujourd'hui, ce document, témoignage, n'était plus au Congo lorsque j'ai reçu mon exemplaire. Moi, je l'ai mis à l'abri. En tout cas, que ce que contenait ce document était grave. Et d'ailleurs, je me dis, je m'en doutais que le président ne soit pas au courant. C'est pas pour rien qu'il voulait peut-être à tout prix m'éliminer. Vous avez vu vous-même, j'ai été persécuté. On a profité des événements de 2015 pour chercher à me tuer. Je ne veux pas revenir sur ces faits qui sont déjà consignés, que tout le monde connaît, puisque nous avons parlé de ça plusieurs fois dans nos différentes éditions de radio ou de télévision. Donc, en poursuivant ce document témoignage, il est dit aussi, à l'époque, il y a eu au palais une grande paillote sur les poutres de laquelle nous pendions certains individus. Pendre des gens et assister à leur dernier espace faisait plaisir à des soldats qui les injuriaient et les maudissaient, même morts. La culture de la haine contre ceux d'autres régions était tellement ancrée dans l'esprit de certains d'entre nous que tuer ces autres était devenu un sport très prisé. Dans les quartiers sud de Brazzaville, et à 2 reprises, des citoyens pris de force dans ce qu'on appelait site pour ramasser à main nue des cadavres en décomposition très avancée étaient à leur tour supprimés pour éviter de leur part des témoignages compromettants pour les hommes au pouvoir et particulièrement pour le président Sassou Nguesso qui était parfaitement au courant de cette épuration ethnique. Voilà ce qu'ils écrivent. Nous publions également le témoignage émouvant d'un rescapé de l'affaire des disparus du beach de Brazzaville. Alors, ce témoignage, je vais vous le lire. Après donc une période d'accalmie courant juillet 1999, lorsque le pouvoir avait décidé que les populations pouvaient repartir dans leur quartier et leurs maisons, les éléments armés ninja de Ntumi ou Kolila sont rentrés de nouveau dans ces quartiers. Les militaires et les cobras envoyés pour combattre ces nouveaux assaillants n'avaient pas la volonté et le temps de faire la différence entre les populations et les assaillants. Ils tiraient alors sur tout ce qui bougeait, tuant ainsi de nombreux innocents. Nous étions alors témoins de multiples scènes tragiques, déclare-t-il. Des blessés graves avaient été secourus par des militaires compatissants. Un jeune soldat avait même reconnu dans un tas de cadavres celui d'un certain Lukoki Kopa. Lukoki Kopa, c'est un ancien Diable Rouge, un international congolais, célèbre joueur de football de Diable Noir dans les années 60-70, pour les plus jeunes qui ne connaissaient pas Lukoki Kopa. En tout cas, il pleurait en criant « Tonton, tonton, tonton !» comme s'il voulait le ressusciter. C'était un ami de son père. Ce jeune militaire était tellement sonné qu'il pleurait partout. Cela avait produit un choc dans la conscience de certains d'entre nous, déclarent donc les militaires dans leur document témoignage. Un déclic était intervenu.
nous ramenant vers une réalité catastrophique de notre présence en ces lieux, de notre mission. Il est encore précisé dans ce document témoignage, partout dans les villages du Poul et pays du Niari, des gens avaient été tués en masse. Mais dans le Poul, plus que partout ailleurs, des villages du Poul étaient détruits et les habitants, sans distinction d'âge et de sexe, étaient tués. À toutes les sorties des couloirs humanitaires, les gens avaient été tués, souvent sans raison, si ce n'est celle d'être congolari. Alors des cadavres étaient abandonnés par eux. Ce sont ces militaires, justement, qui témoignent. Souvent la nuit. Souvent de nuit, sur la cour de la morgue du centre hospitalier universitaire, CHU, de Brazzaville. À un moment donné, tuer était devenu un sport et chacun de nos combattants marquait la crosse de son arme du nombre de personnes qu'il venait de tuer avec ce fusil. D'autres personnes collectionnaient les parties humaines qu'ils présentaient avec plaisir ensuite dans les quartiers, comme signe de bravoure et de victoire sur les populations du Sud. Les parties humaines étaient accrochées aux carrosseries des véhicules, des mains sectionnées ou des parties génitales. Ces véhicules parcouraient les rues des quartiers populaires pour montrer les têtes, des bras et des mains accrochées sur les carrosseries. Dieu a voulu que certaines personnes arrêtées, bien que passées devant le peloton d'exécution, ne meurent pas, pour qu'elles témoignent un jour. C'est ainsi que d'autres citoyens, bien que passés au peloton d'exécution, n'avaient pas été atteints mortellement. Ils avaient aussi échappé au coup de grâce. Ils se trouvaient sous les cadavres des autres. Malgré leurs graves blessures, ils réussissaient à s'extirper des corps de leurs infortunés camarades pour ramper jusqu'aux abords des quartiers Bakongo glaciaires où ils avaient été secourus. Mais il importe de souligner avec force que tous les officiers du Nord n'avaient pas été contaminés par cette idéologie de la haine ethnique. Certains avaient encore le sens de l'honneur, le respect de l'humain et surtout la conscience professionnelle chevillée au corps. Ce fut, entre autres, le cas de ce qui suit, tel que relaté dans le document témoignage. Voici plus impressionnant. Le 8 mai 1999, 125 personnes arrêtées au beach et conservées au siège de la gendarmerie en vue d'être exécutées le lendemain 9 mai 1999 étaient sauvées grâce à la présence inopinée d'un officier supérieur extérieur à ce corps. Bravant des éléments armés et en tenue venus pour récupérer ces personnes et aller les assassiner vers la route nationale numéro 2. Cet officier avait convaincu le lieutenant de gendarmerie de service de se référer à son chef supérieur avant de laisser partir ces gens. Car, soutenait-il, les principes de droit et de déontologie disaient que tout individu se trouvant dans les locaux de la gendarmerie, quel que soit le motif, relevait de l'autorité de ce corps. Alors, le commandant de la gendarmerie, à l'époque, donc, c'était le colonel Ocité Nyamba Valence. Informé, il refusa donc de livrer ses 125 citoyens au groupement de la garde républicaine, la GR, par qui ils auraient été tués. Après 2 jours de dures discussions avec le commandement de la garde présidentielle, le colonel Ocité Valence les libéra tous sans se référer à la garde républicaine. C'est certainement pour cette raison que ce brave, intègre, exemplaire et méritant officier n'a plus jamais été promu au grade de général. Il a pris sa retraite sans avoir donc été nommé général. Cité comme témoin par le ministère public à l'audience du 5 août 2005 de la cour criminelle, vous avez suivi donc les débats, le responsable de la gendarmerie, au moment des faits et actuellement en retraite, avait prêté serment d'usage d'ailleurs, affirmé en réalité
qu'en réalité, il ne connaissait rien de particulier sur l'affaire des disparus du Beach. Au moment du retour des réfugiés au Congo, les troupes relevant de son autorité étaient consignées à l'aéroport de Mayamaya. C'est le 8 mai 1999 qu'il a été informé de la présence de 125 hommes que les gens non identifiés auraient déposés la veille au commandement de la gendarmerie à Bakongo, en face du lycée Savagnin de Brazza. Donc ces hommes, dont l'âge variait de 30 à 40 ans, étaient des réfugiés congolais qui avaient fui les hostilités dont Brazzaville avait été le théâtre entre 1998 et 1999. Donc gardé et entretenu dans les soubassements des locaux de la gendarmerie, ce contingent de rapatriés avait été libéré par le colonel Valence au CT Niamba le 9 mai pour des raisons professionnelles et d'éthique. Donc, toujours au dire du colonel, ce n'est que quelques jours plus tard qu'il avait remarqué la visite régulière à la gendarmerie des parents à la recherche de leurs enfants disparus au Beach. Du nombre, il y avait aussi le colonel Marcel Twanga, dont l'enfant disparu était gendarme. Pour ma part, donc, j'ai beaucoup de respect. C'est moi qui parle. J'ai beaucoup de considération pour cet officier qui aimait souvent aborder des questions des droits de l'homme avec moi. D'ailleurs, depuis qu'il est sorti de la gendarmerie, il milite dans une organisation des droits de l'homme. Je continue de prier sur ce vaillant officier qui mériterait d'être général, même à la retraite. En fait, le scénario était conçu comme ceci, comme le stipule donc le document témoignage. Une fois ces 125 jeunes gens dans les bras de la garde présidentielle, on allait les présenter comme des ninjas d'une Toumi, tombés pendant l'attaque par eux de l'académie. Et c'est à cette occasion que le fils du ministre Pierre Oba a été exécuté dans cette zone, non pas par les miliciens de Ndoumi, comme cela avait été présenté officiellement, mais bel et bien par les militaires proches du président Sassou Nguesso lui-même, c'est-à-dire Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue. Ces derniers ont voulu par là atteindre Pierre Oba, dont l'ascension fulgurante n'était pas de leur goût, du fait qu'ils n'avaient pas pris part sur le terrain aux actions de guerre. Parce que probablement, Jean-Dominique Okemba voulait devenir ministre de l'Intérieur, ou Jean-François Ndengue, probablement. En tout cas, l'attitude et la décision salvatrice du colonel Valence au CT Niamba ont fait échouer l'ignoble manœuvre. L'extermination des populations donc des pays du Niari et du Poul à travers l'affaire du Beach est une opération relevant des crimes contre l'humanité et de crimes de génocide, montés et contrôlés principalement par un comité militaire mochi, à savoir Denis Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue et bien d'autres. Et d'ailleurs, en janvier 2000, Sassou va sortir justement le plan Mwebara, que je vous ai dit que j'ai eu grâce à Yves Montando. Après, quelques années après. Alors, de nombreux cadres, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer, de nombreux cadres civils militaires ont par la suite exécuté les ordres de ce comité transmis par l'un de ses membres, particulièrement son chef Sassou Nguesso, et ensuite Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue. Or, ceux-là n'aiment pas les bavards de ses exploits, ni ceux qui se plaignent de la quantité de miettes s'ils veulent bien
leur donner en espèces ou en titre. C'est pourquoi, dans l'affaire du Beach, Sassou Nguesso a imposé l'omerta à tous. Ceux qui violent cette sainte règle quittent ce monde de façon foudroyante, quelle que soit la position qu'ils aient tenue dans son système. C'est la raison de l'hécatombe dans les rangs de tous ceux qui ont aidé Sassou à reconquérir le pouvoir par le feu, le sang, la ruse, l'intelligence et même l'honnêteté. Officier supérieur à la barre, lors du procès, je vous montre les disparus du Beach, je vous montre l'image. En tout cas, je recommande à tous soit de lire mon ouvrage pour lire ce document témoignage, ou soit aussi de suivre le déroulement du procès qui ne nous a pas éclairé sur ce qui s'est passé, parce que tous les officiers qui étaient mis en cause, on y est. Et dans le document témoignage qui nous a été donc adressé quelques années après le procès, et que j'ai mis en lieu sûr, en Suisse, là où je suis, mais chez certains des exécutants des ordres du clan Sassou, les remords, surtout après le procès de Brazzaville de 2005, et au vu de la situation désespérée de ces partis civils, avaient commencé à prendre le dessus. Le cas du général Blaise Adoua est plus net, car le document témoignage souligne le général Adoua Blaise, le directeur de la sécurité présidentielle lui-même, était souvent débordé au point où ce qu'il faisait le choquait. Il ordonnait de laisser vivantes les personnes arrêtées, mais nous étions comme drogués par la haine des Bakongos. Et dès que le général tournait le dos, on exécutait tous ces Bakongos. Il arrivait au général de manifester de la tristesse. Il a exprimé encore, vers la fin de sa vie, à certains de ceux qui lui rendaient visite. Un jour, il est allé jusqu'à féliciter les parents des victimes du Beach, qui avaient fait connaître la mort de leurs enfants. Il regrettait ouvertement ce qu'on lui avait fait faire. Il s'était même adressé au colonel Marcel Twanga. Ensuite, il m'avait rencontré et fait certaines révélations dans un restaurant situé vers l'ancienne radio Congo au centre-ville, comme je vous ai dit. C'est le jour où il m'avait fixé rendez-vous pour à ce qu'il organise une audience auprès du président par rapport à la session que devait tenir la Commission africaine des droits de l'homme à Brazzaville. Étant donné que j'étais président par intérim de la Commission nationale des droits de l'homme, donc je n'arrivais pas à joindre le président, comme je l'ai dit, il fallait bien que j'ai un interlocuteur qui pouvait m'introduire au président, donc je me suis adressé à Blaise Adoua. Et c'est en ce moment d'ailleurs qu'il me fera cette révélation. Et lui-même donc et plusieurs autres officiers avaient des co-épouses originaires du Poul, d'où également les raisons de son empoisonnement. Nous allons peut-être revenir sur ces faits-là plus tard. En tout cas, pour terminer, je vous avais parlé donc du 6e point, Marcel Twanga, son combat héroïque pour son fils Narcisse, qui avait été assassiné au Beach. Malgré donc la campagne de désinformation orchestrée à Brazzaville pour discréditer le colonel Marcel Twanga, ce grand officier à la retraite actuellement en France, il poursuit son combat. Il est l'instigateur de la plainte sur l'affaire du Beach. Ne l'oublions pas, au Congo, de nombreuses affaires sont occultées par l'intimidation ou par la corruption. Pour la mémoire de son fils Narcisse, qui figurait parmi les 350 disparus, le colonel Marcel Twanga ne pouvait ni se taire, ni se croiser les bras. Il est présent et suit l'évolution de toutes les procédures sur cette tragédie du Beach. Ses rapports avec la presse sont réguliers. Les micros lui sont tendus chaque fois que l'affaire revient au devant de l'actualité. Il a déposé auprès des services judiciaires français, notamment les magistrats, la police et la gendarmerie, d'importantes informations grâce auxquelles une procédure indiscutable et irréfutable a été engagée avec l'appui de plusieurs organisations et associations.
dont la FIDH et les associations de droits de l'homme du Congo. En tout cas, le colonel Marcel Twanga vit le deuil de la disparition de son fils avec dignité, comme Job roulant sous les épreuves envoyées par Dieu. Le drame n'a pas éteint le sourire sur ses lèvres. Inlassable, il mène le combat de la justice. La lumière doit être faite sur les disparitions au Congo, et particulièrement celle du Beach. Et nous disons que les disparitions sont nombreuses. Ce n'est pas 350, c'est des milliers. Cet axiome forge la volonté donc du colonel Marcel Twanga, ce grand serviteur de l'État, aujourd'hui donc à la retraite comme je l'ai dit. Dans son regard se lit la détermination. Ce type de combat se mène avec la certitude de voir un jour triompher la vérité. Le combat est d'autant plus facile à gagner qu'il est complexe. Les coupables, c'est-à-dire les commanditaires de ce crapuleux crime de masse, ont toutes les raisons de trembler. L'affaire des disparus du Beach est une tuerie collective. Sassou Nguesso a peur de cela. Nous allons donc faire une deuxième partie de cette émission pour vous parler de ceux qui ont été tués dans cette affaire. Ils sont nombreux. Et je vais citer le ministre Gérard Bitsindou, Patrice Nzoala, qui sont morts empoisonnés parce qu'ils savaient des choses. Et je vais aussi revenir sur justement sur l'arrestation du général Jean-François Ndengue à Paris, et je vais vous parler également aussi de la mission d'enquête de la Fédération internationale Ligue des droits de l'homme, la FIDH, son rapport, et je veux également aussi évoquer la complicité du président François Jacques Chirac. Ça sera donc le sommaire de la prochaine émission sur l'affaire des disparus du Beach, dont on a voulu dire que nous avons nié l'affaire, alors que c'est nous qui avons attisé le feu pour que cette affaire soit connue. Parce que moi-même, j'ai failli être victime. Parce que j'étais un témoin gênant par rapport à ce que j'avais fait, par rapport à ce que je connaissais. Et lorsque cette affaire s'est déroulée, je me trouvais en Europe. Donc je vous remercie et j'invite donc aux gens de ne pas écouter tout ce que les gens racontent sur moi. Les haineux, ils sont nombreux, c'est des jaloux, c'est pas croyable. Mais félicitez les gens qui vous ont sauvé. C'est pour cela que j'ai eu la vie sauve à plusieurs reprises. On n'a pas pu m'avoir. Quand je vous ai dit 3 tentatives d'enlèvement et d'assassinat, alors que je me trouvais sur les lieux, toujours. Sauf à l'hôtel Saphir, où j'étais déjà en déplacement. Lorsqu'ils sont venus à l'hôtel Saphir perquisitionner ou chercher à me prendre, sous le prétexte qu'il y avait des mercenaires qui étaient logés là-bas, il fallait donc sortir tous les résidents de cet hôtel. Mais moi, je me trouvais déjà dans le pool. Voilà. Je termine par ces mots. Donc à la prochaine. Soyez donc nombreux à suivre nos émissions. Au lieu de suivre des gens qui viennent faire le matu-vu dans les réseaux sociaux. Et qui n'ont rien fait au Congo. Qui n'ont même pas sauvé des gens. Je continue de recevoir des bons témoignages. Ce ne sont pas justement des margoulins, des gens haineux, des menteurs nés, qui nous ont même attribué une fausse affaire des maçonnistes, alors que les maçonnistes eux-mêmes, ils ont apporté un démenti. Et ils continuent. À chaque fois quand on parle de Jean-Dominique Okemba, on parle de Kiki, de Sassou, bon, les gens veulent répliquer, ils veulent répondre à leur place pour justement
être rétribués, être récompensés pour dire qu'on est là. Et c'est ce qu'ils font. C'est pas pour rien que cette diaspora de Paris, c'est une diasporie, comme le disent les gens. En tout cas, je n'ai jamais été vexé par rapport à ces racontards, à ces bêtises, à ces mensonges. Je suis un homme serein, comme vous voyez. Merci donc de m'avoir suivi. À la prochaine. À bientôt. Moi, j'aime. Bon, bah, c'est pas tout ça que j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Mesdemoiselles, salut. Très chers auditeurs, soyez les bien servis. Forum Radio Télé des droits de l'homme. Nous vous annonçons notre partenariat avec RFI Radio France Internationale. Vous diffusera les infos pour la santé et les archives d'Afrique et du monde pour une bonne et meilleure collaboration. Maître Tchassé, défenseur des droits de l'homme, la voix de son voix, c'est son combat. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org.